Mon premier réflexe, ça avait été de me dire qu'il était complètement con. Il était là avec sa carte, il ne parvenait pas à l'orienter. Pourtant, ce n'était pas hyper compliqué, hein. Moi, j'avais punaisé les 4 points cardinaux sur les 4 murs de ma classe. N, S, O, E. Je lui avais bien expliqué où était le nord sur sa carte. Bref, j'avais tout bien fait comme dans le manuel. Ça s'appelait Exploration. C'est un collègue qui m'avait prêté pour débuter. Je vois qu'il y en a qui ont peut-être utilisé ce manuel. Mais non, Kevin, il ne comprenait pas. Il ne parvenait pas à faire le lien entre la carte et le territoire. Manifestement, il se demandait ce qu'il foutait là. Et pour être honnête, moi aussi. Bon, déjà, moi j'ai un master en langue et littérature et j'ai été engagé pour donner des cours de géographie. En plus, on m'a engagé en deuxième secondaire différencié. La deuxième différenciée, c'est là que se retrouvent les élèves qui ont tout raté, y compris leurs études primaires, et où on va décider de leur future orientation. Bref, on était là tous les deux à se regarder. Kevin, qui ne comprenait pas, et moi, je ne comprenais pas ce qu'il ne comprenait pas. Alors d'abord, je lui ai dit, mais enfin, on t'a pas appris ça au scout? Il m'a regardé, il m'a fait, monsieur, les scouts? Après, je me suis dit que j'allais essayer de lui réexpliquer. Mais bon, il faut savoir que en début de carrière, en deuxième différencié, lâcher toute sa classe pour s'occuper d'un seul élève, c'est compliqué. Après, un autre élève a donné la bonne réponse. Alors Kevin a dit « Ah bah ouais, évidemment ». J'ai dit « Ah bah ouais, évidemment ». Et je me suis dit « C'est bon, il a compris ». Mais en fait, j'en ai jamais vraiment été sûr. Alors moi, Kevin, je l'avais au cours de français. Je me rappelle, je donnais un cours sur le jugement de goût. Donc, j'essayais de leur apprendre à donner leur avis sur une œuvre d'art. On travaillait sur le cinéma et on avait dégagé avec les élèves toute une série de critères pour pouvoir juger de la qualité d'un film, comme le cadrage, la mise en scène, la direction d'acteur. Ce jour-là, Kevin a levé la main et il m'a dit « Monsieur, je comprends bien vos trucs de mise en scène, tout ça, mais pour moi, c'est beaucoup plus simple. Un film que j'aime, c'est un bon film, et un film où je m'emmerde, c'est un mauvais film. » Ça foutait tout mon cours par terre. Mais en même temps, Quand on s'est retrouvé à la salle des profs avec Jérôme, le premier truc qu'on s'est demandé, c'est « Mais enfin, qu'est-ce qu'ils ont foutu, les profs avant nous ?» et on s'est vite rendu compte qu'avec les élèves comme Kevin, tous les profs se posaient la même question. Sauf peut-être les profs de primaire qui eux se demandaient ce qu'avaient foutu les parents. En conseil de classe, quand on a parlé de Kevin, on a dit qu'il ne travaillait pas assez. Du coup, dans son bulletin, j'ai écrit « Travaille plus, fais un effort ». Mais la vérité, c'est que j'étais démuni face aux problèmes de Kevin. Je ne comprenais pas ce qu'il ne comprenait pas. Si ça se trouve, c'était moi le problème. Mais bon, je me voyais mal en réunion de parents, leur remettre le bulletin en leur disant « Bon voilà, Kevin a 2 sur 20 en géographie, mais rassurez-vous, hein, c'est moi. » J'ai foiré. Kevin, quand on lui demandait pourquoi il venait à l'école, il nous répondait bah, pour avoir un diplôme, pour trouver du boulot. Et nous, on lui disait mais ça sert pas qu'à ça l'école. Et il nous répondait ah ouais? Et ça sert à quoi alors? Et donc nous, avec Jérôme, on est parti de là, de la question de Kevin. À quoi sert l'école? Et pour répondre à cette question, avec Arnaud, on a d'abord eu une super idée. On s'est dit qu'on allait aller voir sur Internet. Ouais, et on a trouvé plein de super trucs. Apprendre les fondamentaux, lire, écrire, compter.
Transmettre un héritage culturel pour faire société. Développer la confiance en soi et transmettre le plaisir d'apprendre. Apprendre à parler le néerlandais. Faire correspondre les formations aux besoins des entreprises. Développer l'esprit critique, apprendre à penser par soi-même. Dépenser nos impôts pour faire croire à nos enfants que les Américains ont marché sur la Lune. Rouler des pelles à Nathalie derrière le plint. Emoji caca. Emoji caca. Bon alors évidemment, la réponse à cette question, ça dépend de vos orientations philosophiques ou encore de votre sensibilité politique. D'ailleurs, certaines réponses, on les a trouvées directement dans les programmes des partis politiques. Faire correspondre les formations aux besoins des entreprises, c'est le MR. T'as vu, il y en a qui ont lu les programmes, hein, c'est pas bien, mal. bravo. Développer la confiance en soi, c'est écolo. Alors, pour tenter d'obtenir une réponse un peu plus objective à cette question, avec Jérôme, on s'est dit qu'on allait aller la poser à des professionnels. On a notamment été interroger le GIRCEF, le groupe interdisciplinaire de recherche en socialisation, éducation et formation de l'université de Louvain. Et on a rencontré Hugues, Marie, Miguel, Bernard, Marie-France, Philippe et plein d'autres. Et on a aussi interrogé des sociologues français comme Fabien, François ou Annabelle. Et on leur a posé cette question, selon vous, à quoi sert l'école? Non, mais ce qui est compliqué par rapport à cette phrase, c'est que Je pense. c'est-à-dire que moi, j'aurais pas dit forcément ça comme ça, tu vois. Ah non, non, exactement. Bon, ben, ils nous ont tous donné une réponse différente. Par contre, ils nous ont dit, Bah, vous savez, nous, au GIRCEF, la question qui nous intéresse, c'est pas seulement à quoi sert l'école, c'est aussi à qui sert l'école. Alors on était un peu embêtés par cette réponse, parce que s'il y a bien un truc avec lequel aujourd'hui tout le monde est d'accord, y compris sur Internet, c'est que l'école, c'est pour tous les enfants. ben oui, c'est pour apprendre à tous les enfants les fondamentaux, transmettre à tous les enfants un héritage, développer chez tous les enfants la confiance, apprendre à tous les enfants, faire correspondre pour tous les enfants, tous les enfants, tous les enfants, tous les enfants, emoji caca, pour tous les enfants. Et alors là, les chercheurs et les chercheuses, ils nous ont dit, pour tous les enfants, oui, mais en réalité, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Oui, parce que déjà, ça n'a pas toujours été le cas. Au départ, dans l'Antiquité, l'école, c'est seulement pour ceux qui ont le temps. D'ailleurs, le mot école vient du grec skolé, qui signifie loisir, temps libre consacré aux activités non productives. Oui, les toutes premières écoles sont grecques, mais elles ne concernent que les garçons et de bonnes familles. Pareil chez les Romains, où les familles fortunées ont essentiellement recours à des précepteurs privés. Les principales méthodes pédagogiques de l'époque sont le bâton, le fléau, la férule et le fouet. Au Moyen Âge, contrairement à ce qu'on entend parfois, Charlemagne n'a pas vraiment inventé l'école pour tous. L'image d'un bon roi encourageant les enfants pauvres à s'élever par le travail, ça c'est un Charlemagne complètement fantasmé, qu'on retrouve dans les manuels scolaires du 19e siècle. Mais alors bon sang, Jérôme, qui a eu cette idée folle? Non. Non, non, bon. Non. L'école comme on la connaît, des rangs, des bancs, des classes, tout ça, ça date du 16e siècle. Oui, ce sont les jésuites qui, les tout premiers, vont développer un nouveau modèle pédagogique qui sera entièrement fondé sur la guerre. Oui, à l'époque, il n'y a pas de points. Alors, ils divisent les élèves en deux camps, qu'on appelle les Romains et les Carthaginois. Chaque élève était mis en compétition contre un alter ego du camp d'en face. Suite à ces batailles, on classait les élèves en 3 catégories. Les optimi, ici, donc les meilleurs. Les dubii, ceux où on ne sait pas trop, on doute. Et
les inepties, ceux qui étaient inaptes et à qui on allait gentiment proposer d'éviter de se réinscrire parce que l'année prochaine, vous comprenez, ça risque d'être un tout petit peu compliqué pour lui vu le niveau d'exigence de l'école. L'école pour tous, c'est très récent. Et pour toutes. Ça, c'est encore plus récent. Oui, la toute première fois qu'on a tenté de permettre à tous les enfants, y compris aux filles d'ailleurs, d'accéder à l'école, c'est à la Révolution française. Mais bon, ça n'a pas du tout marché. Napoléon va vite faire machine arrière et il faut vraiment attendre la fin du 19e siècle, voire même le début du 20e siècle en Belgique, pour que tous les enfants puissent enfin avoir accès à l'école. Mais même à partir de là, ça reste un système à 2 vitesses. Parce que les enfants n'iront pas tous dans les mêmes écoles. Hein, il y a des écoles gratuites jusqu'à 14 ans et des écoles payantes qui sont les seules à donner accès aux études supérieures. Non, il faut attendre la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour que l'école se démocratise enfin et garantisse un accès égal à tous les enfants. Oui, et cette démocratisation, eh bien, elle va fonctionner. Elle va faire monter le niveau de tous les enfants. L'analphabétisme va reculer et le taux de diplôme de la population va considérablement augmenter. En gros, ça marche. Pour autant, au tournant des années 70, le constat est assez clair. Même si tous les enfants courent plus vite, c'est toujours les mêmes enfants qui gagnent la course. Les sociologues ont appelé ça le paradoxe d'Anderson. Le paradoxe d'Anderson, c'est quand un enfant a un diplôme qui est supérieur à celui de ses parents, mais que paradoxalement, sa situation sociale n'est pas plus élevée. Parce que les diplômes, c'est un peu comme l'argent. Quand tout le monde en a, ça vaut plus rien. Et donc, pour essayer que ce ne soit pas toujours les mêmes enfants qui gagnent cette course, et pour tenter de faire de notre école ce qu'on va appeler un ascenseur social, on invente au tournant des années 80 le modèle sur lequel s'appuient toutes nos politiques scolaires jusqu'aujourd'hui, l'égalité des chances. Aujourd'hui, L'école l'école a pour mission de de garantir à tous à les tous enfants, les enfants, d'où qu'ils d'où viennent, qu'ils viennent, quelle que quelle que soit soit leur leur origine, origine, leur genre, ou leurs moyens, leurs moyens, d'avoir les mêmes chances de réussir. Puis là, on a rencontré Baptiste. Alors Baptiste, il est sociologue, il travaille sur 2 sujets, il travaille sur la pornographie et sur les prénoms. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux prénoms. Baptiste a fait une étude sur le lien entre le prénom et la réussite scolaire. Et comme Baptiste est français, il a pris comme indice de réussite les mentions très bien au baccalauréat. Donc en France, les mentions très bien, c'est les plus élevés. Alors, ici même, vous voyez apparaître tous les prénoms des enfants qui ont passé leur bac en 2020. Sur l'axe vertical, on a la fréquence des prénoms, donc des prénoms les moins utilisés comme Charlène ou Bérénice, aux prénoms les plus fréquents comme Léa ou Thomas. Maintenant, sur l'axe horizontal, vous avez la proportion de mentions très bien, du plus petit pourcentage au plus élevé. Et donc en pole position, on a Joséphine. Sur les 306 Joséphines qui ont passé leur bac en 2020, 34,6% ont obtenu une mention très bien. Donc ça veut dire une Joséphine sur 3. Alors si on prend maintenant les Ryan, par exemple, ils sont 5,1% à avoir obtenu la même mention, donc ça fait un Ryan sur 20. Claire, 25,9%. Mehdi, 5%. Juliette, 25,6%. Kevin, 6,8%. Vous avez remarqué?
Baptiste a pris un malin plaisir à représenter les garçons en rose et les filles en bleu. Oui, on a aussi découvert que depuis qu'elles sont scolarisées avec les garçons, donc dans des écoles mixtes, les filles ont à peu près partout et dans à peu près toutes les matières de meilleurs résultats que les garçons. Et c'est pourquoi aujourd'hui, grâce à la méritocratie, elles occupent tous les postes à responsabilité. Ce qui rend le schéma de Baptiste particulièrement significatif, c'est que d'année en année, les prénoms restent exactement dans les mêmes zones de réussite. Moi, je vais prendre Adèle, Joséphine et Diane. Alors moi je vais prendre Kevin donc, Dylan et Jordan. Ok, c'est parti. 2019, 2018, 2017, 16, 15, 14, 13 et 12. Alors attention, ce n'est pas parce que vous vous appelez Dylan que vous allez forcément rater à l'école. Et ce n'est pas non plus parce que vous vous appelez Joséphine que vous aurez nécessairement de meilleurs résultats. On le dit pour les futurs parents dans le public. N'utilisez pas ce schéma pour choisir le prénom de vos enfants. La sociologie, ça ne marche pas comme ça. Non, la sociologie, ça ne détermine pas votre destin. La sociologie, ça dégage des moyennes. Et tout le monde sait comment ça marche une moyenne. Allez, si je vous dis par exemple que l'espérance de vie à Molenbeek est de 79 ans, personne ne va venir me voir en me disant « c'est faux, moi j'habite à Molenbeek et mon voisin, il a 86 ans ». Non, l'espérance de vie, c'est une moyenne. Oui, et les moyennes, parfois, c'est rigolo. Aujourd'hui, en moyenne, en Belgique, un adulte sur 3 affirme dormir encore avec un objet réconfortant. Et les moyennes, parfois, c'est pas rigolo. Surtout quand on les compare. Si je reprends ce chiffre de l'espérance de vie à Molenbeek et que je le compare avec l'espérance de vie à Uccle, ça pique un peu. La sociologie, ça pique. Et la sociologie de l'éducation est à la sociologie ce que le restaurant thaïlandais est à la restauration. Ça pique fort. Vous prenez tous les élèves d'un même âge, mettons 15 ans, et vous les divisez en 4 catégories en fonction de leur indice socio-économique, des plus pauvres aux plus riches. Bon, on vient de dire les riches, les pauvres. C'est juste pour ne pas dire le quartile supérieur et le quartile inférieur de la population scolaire en fonction de leur indice socio-économique qui prend en compte le revenu des parents, le taux de diplôme, la taille des habitations, le taux de chômage. Les riches, Les pauvres. c'est juste plus pratique. Vous prenez les 25% d'élèves les plus pauvres et vous calculez leur moyenne dans les 3 cours de base, maths, français, sciences. Vous prenez les 25% d'élèves les plus riches. Vous faites la même chose et puis vous comparez. En gros, vous mesurez l'écart de niveau entre les riches et les pauvres. Eh bien, si on fait ça en Belgique, on constate à l'âge de 15 ans une différence de performance scolaire qui équivaut à 3 années d'études. La Belgique et la France font partie des 3 pays de toute l'OCDE. L'OCDE, c'est les 42 pays les plus développés dans lesquels votre réussite scolaire dépend le plus de votre origine sociale. Aujourd'hui, chez nous, à 15 ans, un enfant pauvre aura 2 chances sur 3 d'avoir déjà au moins doublé une fois. Il n'aura qu'une chance sur 10 de terminer ses secondaires dans le général.
il aura 14 fois moins de chances qu'un enfant de riche d'entreprendre des études supérieures. Et si, malgré tout, il les entreprend, il n'aura qu'une chance sur 4 de les terminer. Quand on a demandé aux scientifiques à quoi sert l'école, ils nous ont tous répondu un truc différent. Mais il y a une chose avec laquelle ils étaient tous d'accord, c'est que l'égalité des chances en Belgique, ça n'a pas du tout marché. Et du coup, nous, on leur a demandé pourquoi. Et eux, ils nous ont répondu ça. Bon, Voilà, alors, les problèmes interviennent à plein de niveaux différents. évidemment. Au niveau des élèves, du prof, de l'école, de la classe, des parents, ou même au niveau du cours. On a découvert un tas de concepts hyper éclairants, comme la résignation acquise, Ouais, ou la menace du stéréotype, le marché scolaire. la violence symbolique. Alors, pendant très longtemps, la sociologie a expliqué l'origine des inégalités scolaires par les inégalités tout court. Bah oui, une chambre individuelle, un prof particulier, un stage de néerlandais planche à voile, ça peut aider. Oui, mais les inégalités, elles ne sont pas que matérielles. Elles sont aussi culturelles. Parce que tout le monde n'a pas le même rapport au savoir, à la connaissance, à la culture. D'ailleurs, le métier des parents dont les enfants réussissent le mieux à l'école, c'est prof. Oui, cela dit, Jérôme, avoir des parents profs, c'est l'enfer. Pendant le confinement, avec les enfants, on a fait du pain. L'occasion de revoir la règle de 3 en pesant la farine. Mon fils s'appelle Auguste. Ça va, tu peux t'arrêter là, c'est bien. Super. Quand Auguste m'a demandé des Ninjago, il a reçu des Lego architecture. Alors moi, ma fille s'appelle Léonie. Quand elle m'a demandé pour regarder La Reine des Neiges, je lui ai montré Peau d'âne. Alors attention, ce qui donne un avantage à certains enfants, c'est pas le fait d'être particulièrement cultivé. C'est le fait d'avoir la culture de l'école. Oui, cela dit, moi, ça m'a pas forcément fait aimer l'école. Non, mais ça a forcément fait que l'école t'aime. Mais bon, même si certains enfants savent déjà comment ça marche en arrivant, heureusement à l'école, le programme, c'est le même pour tout le monde. Et puis là, on a rencontré Miguel. Miguel, il nous a expliqué qu'en réalité, à l'école, il existe 4 programmes. Alors d'abord, il y a le programme officiel. Lire, écrire, compter, distinguer un ovipare d'un vivipare, bref, les fondamentaux. À côté de ce programme officiel, donc tout ce que le prof doit enseigner, il y a le programme réel. Ça, c'est tout ce que le prof enseigne. Le troisième programme, on l'appelle le programme implicite. Alors ça, c'est tout ce que le prof enseigne, mais sans s'en rendre compte. Alors si on prend par exemple ce bon vieux manuel scolaire du Moyen-Âge, bien sexiste comme il faut, chapitre 8, exploitation de données, chapitre 2, nombre en écriture fractionnaire. Ça va, ils s'en rendent compte, tu Je sais. crois, ouais. Bon, cela dit, le Moyen-Âge, c'est 2006. Et enfin, à côté de ces 3 programmes, à l'école, il existe un autre programme. Le programme invisible. Le programme invisible, c'est l'ensemble de choses dont un élève a besoin pour réussir, mais que le prof ne lui enseigne pas. Parce que le prof pense que ça va de soi.
exemple. L'élève a suivi la consigne. Mais l'institutrice ou l'instituteur attendait autre chose. Et en plus, une chose qui lui semblait évidente. Ce n'est pas exactement ce que j'avais demandé. Pourtant, c'est exactement ce qui était demandé. Mais l'élève ici a confondu l'arithmétique et le coloriage. Alors ici, l'élève confond le théorème de Pythagore et où est Charlie. Mais bon, le point commun entre ces deux élèves, c'est qu'ils ne perçoivent pas la dimension abstraite de ces exercices. Et c'est là que j'ai réalisé qu'en fait c'était ça, la raison pour laquelle Kevin ne parvenait pas à orienter sa carte dans mon cours de géographie il y a 15 ans. C'était pour ça qu'il ne faisait pas le lien entre sa carte et le territoire. Une carte, un plan, c'est une modélisation du réel. Et à l'école, tout le savoir est modélisé, tout le temps. Parce qu'on a un rapport au savoir qui est avant tout écrit, et donc abstrait. Au cours de français, par exemple, on n'envisage jamais le cinéma comme un divertissement. En fait, on ne regarde pas un film. On l'aborde. Et donc ici, vous avez un bon exemple de travelling latéral qui permet de maintenir le sujet au centre du cadre. Et vous allez voir qu'un simple mouvement de caméra va permettre de mettre en exergue la volonté du personnage en le décalant légèrement vers la droite. Il semble alors redoubler d'efforts pour revenir au centre du plan, comme s'il luttait contre la composition même de l'image. C'est un mec qui court, quoi. Ouais, Ouais, c'est ça. Au cours de français, on ne regarde pas les films. On les analyse pour dégager des critères avec lesquels on va faire des modèles qu'on va pouvoir appliquer à d'autres films. Oui, et souvent le prof ne voit pas que ce réflexe de modélisation ne va pas toujours de soi chez tous les enfants. Le programme invisible, s'il était invisible à nos yeux, à Arnaud et moi, eh ben, c'est parce qu'on baignait dedans depuis toujours. Vous connaissez l'histoire de ces deux poissons qui se croisent dans l'océan, et il y a un poisson qui dit à l'autre « Elle est froide l'eau aujourd'hui ». Et l'autre poisson lui répond « C'est quoi l'eau ?» Jérôme et moi, on se demandait toujours ce qu'ils avaient foutu les profs avant nous. Mais en fait, les profs avant nous, en primaire, ils étaient comme nous. Ils ne comprenaient pas ce que Kevin ne comprenait pas. En fait, c'est un petit peu comme si pour lui apprendre à nager, on l'avait poussé dans l'eau et on lui avait dit bah, vas-y, nage. Alors, Kevin, du coup, bah, il a, on va dire, surnagé jusqu'à la fin de ses primaires. Mais, heureusement, il lui reste toutes les secondaires pour se rattraper. Je me demande pourquoi tout le Je sais monde pas, les gens rigole quand rient je dis ça. toujours à cet endroit-là. Et c'est le moment de choisir une école. Mais quelle école? Alors aujourd'hui, tout le monde le sait, chez nous, il y a des bonnes et des mauvaises écoles. On dit mauvaise école, mais c'est juste pour ne pas dire école avec un indice socio-économique faible et de moins bons résultats, même si on aimerait bien qu'il n'y ait aucun rapport entre les deux. Et c'est justement pour ça qu'on fait ce spectacle. Ouais, donc il y a des bonnes et des mauvaises écoles. Ouais. Mais c'est pas forcément un problème. Comment ça? Pas forcément un problème. Attends, le projet, c'était pas l'égalité des chances? Comment on peut imaginer que les enfants aient tous et toutes les mêmes chances s'ils vont pas dans les mêmes écoles?
Bah, en fait, c'est pas un problème si les écoles, c'est comme les pastèques. Les pastèques. Ouais, les pastèques. Tu vois, en fait, c'est quand même vraiment difficile de faire la différence entre une mauvaise et une bonne pastèque. Tu peux pas les sentir. Ça, c'est les melons. Les pastèques, ça sent rien. Mhm. Donc, quand tu achètes une pastèque, bah, tu sais jamais si tu vas tomber sur une bonne ou une mauvaise pastèque. Ah, crotte. Et donc, Bah donc, si les écoles, c'est comme les pastèques, et qu'au moment d'aller en secondaire, Kevin et Diane ont les mêmes chances de tomber sur une bonne école, eh bah, tu vois, c'est équitable. ouais. Sauf que bon, Kevin, à votre avis, dans quelle école il va se retrouver? En fait, vous le savez. Et je sais que vous le savez. Et vous savez que je sais que vous le savez. Et je Oui, on sais, sait, oui, on oui, sait, ok. on sait. Tout le monde sait que Kevin tombe toujours sur la mauvaise pastèque. Et comment ça se fait qu'on le sait? Bah déjà, on sait que Kevin est pauvre et que chez nous, il y a des écoles de riches et des écoles de pauvres et que les écoles de pauvres ont de moins bons résultats. Alors, pour vous expliquer ça, on a fait un petit schéma. Là, vous venez de voir apparaître toutes les écoles du royaume. Vite fait. Il y a des écoles de riches, il y a des écoles de pauvres, et puis il y a des écoles moyennes. Maintenant, je vais classer ces écoles en fonction de leur indice socio-économique. Les écoles les plus riches vers la droite, les plus pauvres vers la gauche, les moyennes au milieu. Maintenant, je vais classer ces écoles en fonction des résultats de leurs élèves en maths, français et sciences. Les meilleurs résultats vers le haut, les moins bons résultats vers le bas. Et donc, vous voyez qu'en Belgique, les écoles de pauvres ont en moyenne de moins bons résultats. En fait, si tout le monde le sait, c'est parce que c'est vrai. Et si vous vous dites, c'est partout comme ça c'est la Norvège. Il n'y a pas de pauvres en Norvège. Si, si, il y a des pauvres en Norvège. Il n'y a juste pas d'école de pauvres. En fait, en Norvège, il y a des pauvres dans toutes les écoles. Ok, mais alors en Belgique, qu'est-ce qui empêche Kevin de se retrouver dans une bonne école? Légalement, rien. Mais bon, déjà, il y a la géographie. C'est vrai qu'il était nul en géo. Mais non. La géographie, le quartier. C'est quand même plus facile de mettre ton gosse dans une école près de chez toi et Kevin près de chez lui, les écoles. Bah, disons que c'était pas Poudlard, quoi. Ok, mais qu'est-ce qui empêche Kevin de déménager à Uccle? Légalement, rien. Mais bon, allez, imaginons, d'accord, que malgré tout, Kevin se retrouve dans une bonne école. Le truc, tu vois, c'est qu'il a intérêt à assurer. Ben oui, parce que dans les bonnes écoles, tout le monde veut y aller. Donc on manque pas du tout d'élèves. Alors que dans notre école, rappelle-toi, souvent, ben on manquait d'élèves. Puisque personne ne voulait y aller. Et donc, quand un élève chez nous se retrouvait en difficulté, ben on essayait de le garder. Alors que dans les bonnes écoles, quand un élève est en difficulté, comme on manque pas du tout d'élèves, ben on l'envoie dans notre école. Ah ouais, quoi, les bonnes écoles, en fait, elles sous-traitent les difficultés. Tout à fait. On appelle ça la réorientation. Mais alors, elles perdent des élèves en cours de route. Absolument. Dans l'école de ma fille, par exemple, il y a 18 classes en première et 9 en réto. Alors que dans notre école, c'était exactement l'inverse. 2 classes en première et 12 en réto. Et ce n'est pas un hasard, hein. Les écoles sont organisées comme ça, c'est structurel.
Marie, elle nous a parlé d'un système pyramidal. Ouais, un système de vases communicants. Voilà, sauf qu'en fait, ça communique, mais que dans un sens. Donc en gros, quand tu rates en général, on t'envoie en technique et professionnelle. Par contre, si tu réussis en technique et professionnelle, on te renvoie pratiquement jamais dans le général. En fait, le principal moteur d'orientation en Belgique, c'est l'échec. Ouais, donc les bonnes écoles, elles virent les élèves, quoi. Non. Alors conseil d'éviter de se réinscrire parce que l'année prochaine, vous comprenez, ça risque d'être un tout petit peu compliqué pour lui vu le niveau d'exigence de l'école. Et elles ont le droit de faire ça. Alors légalement, non. Mais bon, en faisant ça, elles envoient tous les élèves en difficulté dans les mêmes écoles. Et du coup, c'est tout bénef pour les bonnes écoles parce que ça fait monter leur niveau et donc Leur réputation. leur réputation. En fait, ce que nous a dit Marie, c'est qu'en Belgique, les écoles sont en concurrence et que quand on ne fait rien, elles s'organisent exactement comme un marché. Bah écoute, c'est le moment de choisir une école pour Kevin. Vas-y, je t'en prie. Je mets école, Vas-y. on va faire simple. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, attends, il y en a pas mal, hein. Il y a beaucoup de choix, ouais. Ouais. Comment tu choisis, toi? Je sais pas, Notre-Dame, ça a l'air cool. T'as vu le prix? Ah ouais, non, c'est trop cher, ouais. C'est con, elle avait une bonne Mais réputation. ouais, bah oui, c'est bah oui, tu m'étonnes. C'est quoi régulation gouvernementale? Ah bah c'est l'État. Tu vois, le marché scolaire, l'État, il essaye quand même un peu de faire quelque chose contre ça. Ça s'appelle, en Belgique, le décret inscription. Mhm. Alors, je vais t'expliquer comment ça marche, le décret inscription. Regarde, je vais enlever le décret inscription, tu vas voir comment c'était avant. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que avant le décret inscription, les directions d'école, elles pouvaient un peu choisir qui elles inscrivaient chez elles. Et dans les bonnes écoles, quand un élève comme Kevin se présentait, souvent, on lui disait qu'il n'y a plus de place. Ah bah oui. Ça, théoriquement, depuis le décret inscription, regarde, je le remets, hop, c'est plus possible. Bah ouais. Tu vois, 24 places, 25 places. Mais il paraît que ça marche pas de ouf. Bah oui, forcément. Dans le marché scolaire, comme dans tous les marchés en général d'ailleurs, les acteurs s'adaptent. Les familles favorisées, elles ont des bons trucs pour reconnaître les bonnes écoles pour leurs enfants. Si vous voulez mettre votre enfant dans une bonne école en Belgique, par exemple, on vous encourage à l'inscrire en immersion linguistique. Ouais, j'ai vu ça au-dessus. Mets un peu pour voir. Ouais, néerlandais. Ça te va? Voilà, paf, que des bonnes écoles. Et ouais, il n'y a que des bonnes écoles en immersion. Par contre, C'est ouf, ça. si vous êtes français, il y a un autre truc pas mal, c'est d'inscrire votre enfant dans une option rare. Elles sont en dessous, là, je les ai vues. Ouais, vas-y. Alors on a le choix entre chant choral mongol, Non. super, ou escrime médiéval. Ouais, déjà mieux. Allez, Voilà, on va dire ça. et voilà. Il n'y en Cela a dit, pas beaucoup, t'as il vu? n'y en a vraiment pas beaucoup, mais Non. en fait c'est un peu ça le truc, tu vois. Ah ouais, ok. Mais bon, franchement, si tu as envie de contourner le système et de pouvoir vraiment choisir ton école, t'as qu'à le mettre directement dans le privé. Ah bah ouais, Il paraît que c'est en plein développement en Belgique, ça, en ce moment. Ouais. De plus en plus, effectivement. Allez, on met combien? Ouais, ça. Allez. T'as vu? Que des bonnes écoles. Uh-huh. Tiens, c'est quoi recommander pour votre enfant? Je vais aller voir. Ah mais oui, évidemment, le marché scolaire, ça c'est plutôt pour Joséphine. En fait, quand Joséphine présente malgré tout quelques petites difficultés à l'école, ses parents, ils ont un peu tendance à se dire que le problème, c'est pas leur fille, que le problème, c'est l'école. Et ces parents-là, ils inscrivent leurs enfants dans des écoles alternatives, de Crowley, Montessori ou Steiner. Mais bon, de toute façon, même si Kevin se retrouvait quand même dans l'école arc-en-ciel ou au collège cardinal, je sais pas trop quoi, on le mettrait quand même dans une mauvaise classe.
Parce que souvent, les écoles regroupent les élèves en fonction de leur niveau. Oui, le top du top dans le collège de ma jeunesse, au collège Sainte-Croix à Agnu, c'était la deuxième H, les latins grecs. Et alors quand tu avais des difficultés, on te mettait en sciences sociales. Pourquoi tu fais comme ça avec tes doigts? Je sais pas, on les appelait comme ça, les sciences sociales. Donc au final, Kevin s'est retrouvé dans une école très cohérente, dans une classe très cohérente, la classe de ceux qui ont tout raté, la deuxième secondaire différenciée. À quel moment quelqu'un s'est dit que prendre tous les élèves en difficulté pour les mettre dans la même classe, c'était une super idée? Et oui, parce que du coup, enseigner dans cette classe, c'est chaud. Un jour, il y a le téléphone d'une élève qui a sonné en classe et elle a décroché. Alors moi, j'ai voulu intervenir. Et là, elle m'a regardé, elle a fait... Parfois, moi, j'étais jaloux du prof de gym, qui avait un rapport un peu plus martial à l'autorité. En début d'année, il foutait un élève au tapis, bien violemment, en prétextant un exercice de judo, et ça calmait toute la classe pour le reste de l'année. Kevin, il avait du respect pour lui. Alors que moi, je passais ma vie à négocier avec les élèves. D'ailleurs, un jour, j'ai pété une case et je leur ai dit « Putain, vous faites tous chier ! Mais vous ne ferez pas de moi un flic. » Ça a marché. Pas du tout. Ils s'en foutaient complètement. D'ailleurs, quand j'avais le malheur de terminer ma matière un quart d'heure avant la fin de l'heure, je paniquais, je ne savais plus quoi faire. Moi, je faisais des pendus. Des pendus. Ouais, des pendus. Vas-y, on n'a qu'à faire des pendus. Allez. Tout le monde sait comment ça marche, un pendu? Vous recevez un mot avec des trous dedans et vous devez retrouver le mot qui se cache derrière. Alors, on va vous proposer d'autres pendus comme celui-là, mais attendez, ne commencez pas, parce qu'on va vous demander de faire l'exercice dans votre tête. Alors, attention. Au moment où vous aurez trouvé la bonne réponse, vous levez votre main, mais quand vous aurez trouvé cette réponse, vous risquez d'être hyper content. Et vous aurez probablement envie de le dire à voix haute. C'est Belgique. Voilà, ça, Non. non. Ça, on ne fait pas. L'exercice doit se faire dans le silence absolu. Quand vous avez la bonne réponse, vous levez votre main. Bon, vous pouvez la lever fièrement si vous avez envie, mais en silence. Et comme ça, nous, on peut comptabiliser les bonnes réponses. Alors rassurez-vous, les pendus qu'on va vous proposer sont très simples. On va faire apparaître un numéro ici même à l'écran qu'on a tiré au sort et ce numéro correspond à l'un des pendus qui se cache dans la liste qu'on a dissimulée dans la feuille de salle que vous aviez sur votre chaise en arrivant. Alors on vous laisse quelques secondes pour récupérer cette feuille de salle et éventuellement vos lunettes si vous en avez besoin. Super, tout le monde est prêt? Alors, on va Alors commencer tous et toutes ensemble, hein, on c'est fait important. le pendu numéro 4. 4. Voilà, vous faites le pendu numéro 4. Quand vous avez trouvé, vous levez la main bien Voilà, haut. dès que vous avez trouvé le pendu numéro Bien 4, vous levez haut, votre main. ok. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci encore. Deuxième pendu, on oublie le premier, c'est pas grave, on passe à la suite. Ok, on ne Pas s'acharne de pas. panique. Deuxième pendu, le pendu numéro 10. 10. Voilà, vous faites le pendu numéro on 10. se concentre. Voilà, dès que on vous lève avez la trouvé main. le pendu numéro 10. Bien haute. Ok. Ok. Merci. Merci. Merci beaucoup. beaucoup. Fantastique. Troisième pendu, on oublie les deux premiers, on passe au troisième, c'est le On pendu. ne s'acharne pas. Nous, on ne Il y en s'acharne a pas, qui non. s'acharnent, on s'arrête. Pendu C'est pas numéro grave, on passe à la suite. Le temps, c'est le temps. 14. 14. Le pendu numéro 14, on lève la main Voilà, bien dès que vous haute l'avez quand on a trouvé. Si vous Ok. êtes sûr, ok. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Formidable. Félicitations. Et enfin, quatrième et dernier pendu. C'est le dernier. Tous ensemble, on oublie les trois. Quatrième pendu, le C'est le pendu dernier. numéro 17. Donc vous faites le on pendu lève la main numéro bien haut 17. quand on a trouvé. Ok. Ok, merci. Merci.
Formidable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et maintenant, on va passer à la correction. Corrigeons. Mais avant de corriger, il faut quand même qu'on vous dise. Ouais. Vous n'avez pas tous et toutes Non. reçu les mêmes pendus. Je pense qu'il y en a qui s'en doutaient un peu. Oui, hein. Ça se voit. Ouais, je pense aussi. Alors, pour le premier pendu, le pendu numéro 4, la partie de droite de la salle avait reçu ces lettres qui donnent assez facilement le mot Atlas. Atlas. Par contre, la partie de gauche avait reçu ces lettres qui donnent rien du tout. Il n'y a pas de solution à ce pendu, c'est un pendu impossible. Vraiment désolé, c'est pas très gentil, j'avoue. Alors, je sens un peu de soulagement quand même, hein, de ce Oui, côté-là. oui. Ou de la colère, je sais pas. Peut-être. Un mélange des deux. Pour le deuxième pendu, le pendu numéro 10, à droite, vous aviez reçu ces lettres qui donnent latitude, et à gauche, ces lettres qui donnent à nouveau rien Rien. du tout. Après, j'ai quand même vu un doigt se lever. Mais Oui, mais ça, moi, c'est- ça aurait pu m'arriver. Hein. Franchement, je comprends. Moi, ça m'arrivait de faire ça. Ouais, de- je suis à 80%, je me dis, allez, c'est bon. Ça arrive, ça arrive. C'est pas grave. Troisième pendu, le pendu numéro 14, à droite, vous aviez reçu ces lettres qui donnent continent, et à gauche, ces lettres qui donnent Rien. Non, non, rien, moutriveux. cherche pas. Moutriveux, Y a pas, ça, non, y a non, pas. rien, toujours rien. Par contre, pour le quatrième et dernier pendu, vous aviez tous et toutes reçu les mêmes lettres. Ces lettres qui donnent le mot géographie. Oui, mais pourtant, et en fait, c'est justement là qu'on voulait en venir. Il y a une différence de résultat particulièrement significative entre la moitié gauche et la moitié droite. Alors, en toute honnêteté, évidemment, pour respecter le jeu, est-ce qu'on pourrait demander aux gens qui ont trouvé du premier coup le mot géographie de lever la main, qu'on puisse vérifier? Voilà, bah vous constatez que... Ok, d'ici, je vous dirais, il y en a 4 fois plus. Oui, à peu près, oui. Donc voilà. Et à chaque fois qu'on a mené cette expérience, dans des salles parfois très grandes, au théâtre, on a une caméra qui filme le public avec des flèches. Et donc chaque membre du public peut répondre de manière objective à plusieurs sondages. Et donc on a les chiffres exacts de la salle, donc, que voici. Et vous constaterez qu'à chaque fois, même si la différence entre les deux parties de la salle parfois peut varier, il y a toujours systématiquement plus de gens qui trouvent le mot géographie après avoir reçu les 3 pendus particulièrement faciles, et il y a toujours moins de gens qui trouvent ce même mot après s'être cassé les dents sur les 3 pendus impossibles. Marie-France, elle appelle ce phénomène la résignation acquise. Le principe est très simple. Plus vous êtes en situation d'échec, plus vos performances baissent. Et plus vos performances baissent, plus vous risquez de vous retrouver en situation d'échec. Mais bizarrement, à chaque fois, c'est la moitié gauche qui foire. En fait, étrangement, au théâtre, la partie de gauche, elle est nulle en pendu. Et tu sais quoi? Non? Eh bien, ça commence à se savoir. Viens Comment voir. ça? Regarde, viens voir. Sortez au théâtre hier soir. Ah mais excellent! On a fait des pendus, j'ai galéré comme jamais. Regarde les commentaires Attends, c'est en dessous. ouf. T'étais à gauche. Ah ouais, pourquoi? Mais ouais, évidemment. C'est la deuxième fois que je fais des pendus au théâtre et décidément à gauche ça galère. Hashtag. Il y Il y a a un un hashtag nul en pendu. Quand C'est je te dis que ça circule, C'est trop c'est fort. quoi en dessous? Je sais pas, attends. C'est la une du Figaro, carrément. Moitié gauche, les performances en chute libre. Non, enfin. Mais c'est ouf. Attends, il y a la réponse de Libé Il y a derrière. toujours la c'est sûr. réponse de Libé, c'est sûr. Au pilori pour un pendu. Enfin. C'est vraiment. C'est quoi en dessous? Ah bah voilà, ça y est, tout le monde donne son avis maintenant, c'est parti. Bah on écoute. Bon bah vas-y, écoute, ouais. Écoutez, on ne peut tout de même pas baisser le niveau des petits bonshommes pendus au théâtre à cause des spectateurs qui ont choisi de s'asseoir dans la partie gauche de la salle. Une fois que ce stéréotype sur le niveau de pendu de la partie gauche de la salle sera bien établi, quand je saurai, que vous saurez, que tout le monde saura qu'au théâtre, la partie de gauche, elle est nulle en pendu, eh bien, vous n'aurez même plus besoin de rater les 3 premiers pendus.
pour ne plus retrouver ce mot géographie. Annabelle appelle ça la menace du stéréotype. Elle nous a parlé d'une expérience qui a été menée aux États-Unis avec un groupe composé d'élèves blancs et d'élèves noirs. On leur a fait passer un test en leur disant qu'on allait évaluer leur capacité à s'exprimer en anglais. Les élèves noirs ont obtenu de moins bons résultats parce que ça correspond au stéréotype qui voudrait que les noirs parlent moins bien que les blancs. Et on sait que c'est ce stéréotype précisément qui agit, puisque quand on a demandé à ces élèves de réaliser exactement le même exercice, mais en leur expliquant que c'était juste un jeu, une activité sans conséquence, on n'a obtenu aucune différence de résultat entre ces deux groupes d'élèves. Quand vous subissez un stéréotype, eh ben vous avez peur d'y correspondre. Et c'est justement cette peur qui occupe une partie de votre attention. Et c'est ça qui fait baisser vos résultats. Kevin, il était assis dans la mauvaise partie de la salle, dans la mauvaise pastèque. Il connaissait les stéréotypes qui pèsent sur les élèves issus de son milieu. Il pensait qu'il était nul. Et ça affectait ses performances. Et plus ça affectait ses performances, plus il pensait qu'il était nul. Ok. Il pensait qu'il était nul, mais en vrai, il était nul ou pas? Bah, je sais pas trop en fait. Comment ça, tu sais pas trop? Tu l'évaluais quand même, non? Tu faisais des interros? T'avais des points? Alors, les points. Comment dire? Non, c'est important les points. C'est super important les points. Tu vois, ça permet à l'élève d'identifier ses lacunes et de mettre en place les dispositifs nécessaires pour y remédier afin d'améliorer ses performances de manière ciblée et efficace. Ah ouais? Ouais. Et tu crois qu'il se disait quoi, Kevin, quand il recevait sa note? 8,5 sur 20. Cool, je vais pouvoir identifier mes lacunes et mettre en place les dispositifs nécessaires pour y remédier afin d'améliorer mes performances de manière ciblée et efficace. Ou alors plutôt 8,5 sur 20. Allez, monsieur, soyez cool, quoi. Sérieux. Pour le même prix, ça passe, quoi. 1,5 point. Allez, c'est vraiment pas grand-chose. Et là, Kevin, il a raison. 1,5 point, c'est vraiment pas grand-chose. De toute façon, vous ne m'aimez pas, je le sais bien. Pierre, pendant toute sa carrière, il a observé comment les profs attribuaient des notes aux élèves. Alors, plus précisément, Pierre, il a réussi à identifier tout ce qui peut faire varier la note d'un élève, mais en dehors de ses performances réelles. Par exemple, Pierre nous a expliqué que la note d'un élève peut varier en fonction de la place de la copie dans la pile ou de l'état dans lequel est le prof quand il corrige. Allez, monsieur, sérieux, la question 4. On comprend rien. Allez, soyez cool, mes parents, ils vont me tuer. En plus, vous avez vu, j'avais bossé quand même aujourd'hui. La note d'un élève peut varier en fonction de sa capacité à négocier. Ou bien du fait qu'il est doubleur, ou même simplement s'il a raté l'interro précédente. Il y a même des études qui prouvent qu'à copie égale, la beauté physique des élèves a une influence sur leurs résultats. Mais bon, ce qui a le plus d'influence sur la note d'un élève, c'est la note des autres élèves. Pendant nos recherches, on est tombé sur les travaux d'André, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. André, il a pris toutes les notes d'une classe et il a observé la manière dont elles se répartissaient. Et il a découvert que souvent, elles s'organisaient comme ceci. Un petit nombre de mauvais, un gros ventre mou de moyens et un petit nombre de très bons élèves. Les copies s'organisaient selon ce qu'on appelle en mathématiques une courbe de Gauss. André a alors mené une expérience. Il a pris 2 classes dont les résultats en fin d'année se répartissaient de la même manière. Il a coupé chaque groupe en 2, et puis il a formé un nouveau groupe avec tous les élèves les plus faibles, puis un autre avec tous les plus forts.
André a alors confié ces 2 groupes à de nouveaux profs, mais en prenant bien soin de ne pas leur dire comment on avait formé les groupes. On ne leur a pas dit qu'on avait mis tous les plus forts ensemble et tous les plus faibles ensemble. 1 an plus tard, quand André est revenu observer ces 2 classes, il s'attendait à avoir des résultats qui ressemblaient à peu près à ça, mais ce n'était pas le cas. Quand tous les élèves ont bien réussi une interro, comme là, le prof, il se dit quoi? Ils ont triché. Non, 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 non. Non, non, le prof se dit, c'était trop facile. C'est la même chose d'ailleurs quand ils ont tous raté. Il aura tendance à se dire que c'était trop difficile. Et du coup, d'interro en interro, pratiquement sans s'en rendre compte, le prof va adapter son niveau d'exigence au niveau de sa classe, jusqu'à obtenir à nouveau des résultats en courbe de Gauss. Tout à l'heure, on vous a parlé de la différence entre le programme officiel, ce que le prof doit enseigner, et le programme réel, ce que le prof enseigne. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous se sont dit, oui c'est vrai, il y a des collègues, ils n'arrivent pas toujours à boucler leur programme. Oui, moi déjà, en 2e différencié. Mais il y a plein d'écoles dans lesquelles on dépasse le programme. Il y a plein d'endroits où on met la barre plus haut. Parce que le prof adapte son niveau à celui de son groupe. Jusqu'à obtenir un petit nombre de mauvais, un gros ventre mou de moyens et un petit nombre de très bons. André, il a appelé ce phénomène la constante macabre. Alors constante parce que quand il a élargi sa recherche à un très grand nombre de classes, il a constaté que c'était le cas dans pratiquement toutes les classes qu'il avait observées. Et macabre parce que ça implique qu'il y ait toujours des perdants. Quand un prof fait réussir tous ses élèves, souvent il prend le risque de se mettre les collègues, les parents, parfois même les directions sur le dos. Pourquoi on ne se dit pas spontanément, il a fait du bon boulot? L'objectif à la base, c'était quand même ça, amener un maximum d'élèves à la réussite. Alors pourquoi on trouve tout ça un peu louche quand tous les élèves ont réussi? C'est parce que finalement, ce qu'on attend des profs aujourd'hui n'a pas tellement changé depuis plus de 400 ans. Identifier les optimies, les dubies et les inepties. On pourrait pourtant imaginer une toute autre école. Tout à l'heure, on vous a dit que les filles réussissaient mieux que les garçons. Eh bien, Philippe, il s'est demandé pourquoi. Et une des raisons, c'est qu'à l'école, les filles collaborent davantage. Elles s'entraident, elles se refilent davantage leurs notes, elles s'expliquent les trucs qu'elles n'ont pas compris. Alors qu'entre garçons, c'est plutôt chacun pour soi. Les garçons, souvent, sont pris dans des logiques plus compétitives. Oui, parce que franchement, à l'école, à part le cours de gym, qu'est-ce qu'il y a de vraiment collectif? Les punitions. Ce que Philippe a réussi à mettre à jour grâce à sa recherche, c'est un truc qui n'est pas forcément évident, c'est qu'à l'école, la collaboration peut donner de meilleurs résultats pédagogiques que la compétition. Alors, c'est vrai que ça fait peut-être un peu moins de super génie, mais en moyenne, ça fait monter le niveau.
Donc voilà, on approche de la fin de cette présentation. Mais avant de conclure, on voulait encore juste vous préciser une petite chose. Tout à l'heure, Arnaud a parlé, quand on joue ce spectacle dans des salles de théâtre, on a un dispositif supplémentaire, donc c'est une caméra reliée à un ordinateur qui est capable d'identifier des formes dans le public. On donne des flèches aux gens, et donc on peut calculer plein de statistiques en direct, etc. Il y a même un jeu au milieu. Eh bien, figurez-vous que la personne qui a conçu ce système de détection des flèches, mais aussi tous les visuels que vous avez vus, donc les graphiques, les dessins, les décors virtuels, tout ça, c'est Kevin qui les a réalisés. Mesdames et messieurs, Kevin. Donc, pour terminer, on s'est dit que simplement, une bonne idée, ce serait de vous raconter ce qui est arrivé à Kevin quand il a quitté l'école. Son premier boulot, c'était dans une usine de chaux. Il faisait la vidange des camions. Après, il a fait déménageur. Puis, il a été engagé comme manutentionnaire dans une salle des ventes, Rops, à Namur. Là, il a commencé à restaurer des meubles. Alors du coup, il s'est intéressé au design. Comme il faisait un petit peu d'informatique sur le côté, il a commencé à faire des maquettes en images de synthèse. Il modélisait toutes sortes d'objets. Et là, il a commencé à gagner de l'argent en concevant des emballages ou de la décoration d'intérieur. Et c'est justement pour ça, pour la décoration d'intérieur, qu'il a été engagé par un bureau d'architectes. Alors là, de fil en aiguille, il a monté sa propre boîte et un jour, il a gagné un prix de design. Alors là, il a commencé à dessiner des trucs de fou. Il a fait une fausse cascade dans le désert du Qatar. Il a fait des penthouses à Monaco. Il a même fait des intérieurs d'avions. Et là, Kevin, on aimerait bien qu'il tourne avec nous, qu'il soit là en vrai. Mais aujourd'hui, il vit à Bora Bora. Il fabrique des pièces de bateau. Il fabrique des ukulélés. Et ça lui arrive même de pêcher l'espadon avec un harpon. Aujourd'hui, Kevin, il est heureux. Aujourd'hui, Kevin, il a une super vie. Il s'en est vraiment bien sorti. On peut l'applaudir. Comme quoi, on peut réussir sa vie, même si on a raté à l'école. C'est vrai. De la même façon qu'on peut vivre jusqu'à 86 ans en habitant à Molenbeek. On va dire que c'est possible. Mais bon, le Kevin que vous venez de voir là, c'est pas le Kevin du spectacle. Le Kevin que vous venez de voir là, c'est notre pote Kevin. Et cela dit, il a vraiment galéré à l'école et il a vraiment eu ce parcours invraisemblable après l'école. Oui, parce qu'il vit vraiment à Bora Bora. Ouais. Par contre, le Kevin du spectacle, celui qui ne parvenait pas à orienter sa carte dans mon cours de géographie il y a 15 ans, ce Kevin-là, en fait, il n'existe pas. Ou plutôt, il ne représente pas un élève en particulier. Il représente une catégorie statistique, une moyenne. En fait, c'est un mélange entre plusieurs élèves en difficulté qu'on a rencontrés dans notre parcours de prof. D'ailleurs, il ne s'appelait pas vraiment Kevin. Il s'appelait Mohamed, Brian, Uslu, Cindy, Jean Pacifique, Anissa. Et ces élèves-là, ben en fait, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Si ça se trouve, ils ont des enfants. Et on ne connaît pas leur prénom. Par contre, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'aujourd'hui, en moyenne, leurs enfants, à l'école, ils ne s'en sortent pas. Alors c'est vrai,
La sociologie, ça vend pas du rêve. La sociologie, ça fait des moyennes. Et parfois les moyennes, ça pique. Mais si les sociologues font ces moyennes, c'est pas pour accabler les élèves comme Kevin. Non, c'est justement pour mieux comprendre ce qui leur est arrivé. Oui, parce qu'il y a quand même une bonne nouvelle derrière toute cette histoire, c'est qu'aujourd'hui, sur base de leurs recherches scientifiques, on peut lutter contre le marché scolaire. Éviter de mettre Kevin dans la classe de ceux qui ont tout raté. Éviter de le mettre systématiquement dans des situations d'échec. Essayer de l'évaluer sur des trucs qu'on lui aura vraiment enseignés. Et sans trop le comparer en permanence aux autres élèves de la classe. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on sait que quand on fait ça, eh bien, ça marche. Alors, les statistiques, elles sont tristes, c'est vrai, mais elles ne sont pas immuables. Oui, et puis surtout, aucun Kevin ne peut être réduit à ce qu'en disent les statistiques. Quand vous réduisez quelqu'un à une statistique, vous faites un cliché. C'est super facile à reconnaître, les clichés. Il y a le verbe être en plein milieu. Hein, on dit que les gens sont comme ça, comme si c'était par nature. Quand on dit par exemple, oh, les filles, elles sont plus sages que les garçons. Ou bien, nos élèves, c'était des manuels. Quand on dit ça, on fait des clichés. À cause du verbe être. Par exemple, Paul il a fait une étude où il a mesuré la politesse des automobilistes en fonction de la marque de leur voiture. Eh bien, figurez-vous que plus une voiture est chère, moins elle s'arrête au passage pour piétons. Attention, ça c'est pas du tout un cliché, ça c'est une statistique. Par contre, si vous dites les riches sont des connards, ça c'est un cliché. À cause du verbe À être. cause du verbe être. Kevin, on ne comprenait pas ce qu'il ne comprenait pas. Pourtant, quand on parlait de lui, on utilisait tout le temps le verbe être. Au conseil de classe, par exemple. Bon, alors Kevin, c'est un chouette gamin, hein, mais il n'est pas très scolaire. Hein. Ouais, mais il est volontaire. Franchement, il est taillé pour l'atelier. Ce sera un bon professionnel. Ou à la réunion de parents. Écoute Kevin, t'inquiète pas trop, la géographie c'est juste pas ton truc. Oui, et puis c'est pas grave si t'es pas un littéraire. Tu sais, si on te conseille le professionnel, c'est parce qu'on pense que tu seras bien. Tu seras plus à ta place. Notre premier réflexe, ça avait été de nous dire qu'il était complètement con. Et bien, le pire dans toute cette histoire, c'est que si ça se trouve, il nous a cru. Merci. Merci. Merci mille fois, c'est super, en plus ça résonne hyper fort, on a l'impression qu'il y a 3000 personnes, C'est un stade. c'est trop bien. Merci encore, vraiment on est hyper touchés et on a eu beaucoup de plaisir. On voulait encore vous dire 3 petites choses. D'abord, on va, comme on le fait très régulièrement quand on va en journée pédagogique ou dans des écoles, aller chercher 2 chaises, faire circuler quelques micros parce qu'on sait que le sujet donne parfois envie de réagir, de poser des questions, d'affirmer, d'infirmer, de confirmer, enfin tout ce que vous voulez.
Et donc on aime beaucoup être à l'écoute aussi de cet échange. Ensuite, on voulait vous signaler également que vous aurez la possibilité, si ça vous intéresse, d'abord qu'on va tourner avec ce spectacle encore beaucoup. On va à Mons, à Martin-Roux, on va Ferme de à Martin-Roux. Bruxelles, au centre culturel de Uccle. Enfin bref, on a encore À plein de Braine-l'Alleud, dates. un peu À partout. Braine-l'Alleud aussi. Donc si ça vous intéresse d'envoyer des gens amis ou ennemis en fonction de votre goût pour le spectacle. Si c'est des ennemis, dites-le nous, on sait de quel côté les mettre. Oui, c'est ça. On peut retrouver toutes nos dates et toutes nos publications et tout notre travail sur www.chantalетbernadette.com. Chantal et Bernadette, c'est le nom de notre compagnie de théâtre. Chantal et Bernadette. Chantal et Bernadette, voilà. Et accessoirement, c'est aussi le nom de ma maman et de sa maman. C'est trop mignon. Voilà. Et enfin, si ça vous intéresse, on a aussi fait un spectacle sur l'orthographe précédemment, il y a 5-6 ans, qui a pas mal tourné, qui va dans les écoles aussi. Et on a des publications sur ce bouquin et sur la langue française en particulier, puisqu'on travaille un peu à ces questions de langue française. Un bouquin qui est la retranscription du spectacle, qui a été réalisé, dessiné et mis en page par Kevin Matagne, donc, que vous avez vu ici. Et 2 autres bouquins, un sur la reprise de chroniques qu'on a réalisées sur France Inter, des chroniques qui s'appelaient « Tu parles ». Et donc vous pouvez aller écouter les chroniques, mais le bouquin c'est aussi des linguistes qui commentent les chroniques avec des dessins de pingouins dedans et c'est super drôle. Et puis enfin on a un tract aussi, Gallimard, qui est Chez qui ? Chez Gallimard. Chez Voilà, qui ? la classe. Chez Gallimard. Voilà. Et qui est un petit pamphlet qui rassemble à peu près toutes les idées reçues qu'on a sur la langue française et qui essaye d'opposer au discours des puristes ou des déclinistes qui disent que tout fout le camp dans la langue française, que en fait buvez un verre d'eau, ça va aller, la langue française va super bien et pas de panique quoi. Voilà, donc ça c'est le petit moment publicité, j'espère que j'ai bien fait Et ça. combien coûte ce tract, Et Arnaud ? combien coûte ce tract ? Ce tract coûte 3,99 €, c'est vraiment rien du tout. Franchement, vous pouvez l'offrir à vos proches, bientôt les fêtes. Et voilà. Et voilà. Et donc, ben voilà, on est à votre disposition pour ce petit échange. Et on a même 2 personnes formidables. Fanny, qui est formidable et qu'on applaudit parce qu'elle est formidable. Et Nathalie aussi, qui est formidable. Voilà. Et du coup, on vous écoute. Vous levez la main si vous voulez. N'ayez pas peur. C'est un peu intimidant. Oui. Par contre, je reste assise. Très bien. Comme d'habitude, c'est moi qui vais jeter le pavé dans la mare. Faites. Parce que moi, j'étais en sciences sociales et j'avais des problèmes en maths. Et eh bien, j'ai eu une équipe de profs géniaux Absolument. qui m'ont soutenue jusqu'au bout, qui ont cru en moi. Et j'ai eu aussi, j'ai connu l'échec. J'ai connu aussi la croyance je suis nulle. Et au jour d'aujourd'hui, actuellement, voilà, tout va bien. Bravo. Et j'ai des Kevin dans ma classe aussi. C'est ça. Et donc, vous essayez de leur faire profiter aussi de... On essaie de s'adapter, mais c'est pas facile. Hein. On imagine ce programme implicite et invisible. Et voilà. C'est ça. Et on essaie de leur tenir la main et on verra. On essaie de ne pas les éteindre, mais c'est difficile. Tout à fait. Bah, écoutez, oui, c'est un chouette témoignage parce qu'effectivement, il y a plein de Kevin qui s'en sortent, hein, qui sortent des statistiques, qui arrivent à contourner ou à dépasser leur propre déterminisme et arriver à réussir. Et ce qui est important dans ce que vous dites, je trouve, c'est que quand on compare toutes les études d'effets qu'on peut avoir sur Kevin, que ce soit l'effet établissement, c'est-à-dire l'école dans laquelle il se retrouve, l'effet classe, la classe dans laquelle il se retrouve, ou même l'effet des parents ou des choses comme ça, l'effet qu'on appelle en sociologie l'effet maître, c'est-à-dire l'effet du prof, est celui qui, en moyenne, provoque le plus de changements sur l'élève. Donc ça veut dire que globalement, même si les statistiques sont dures et tristes et un peu déterminantes, et que pour Kevin ça va être 2 ou 3 fois plus dur que pour Joséphine, les enseignants ont
une influence positive sur Kevin quand ils arrivent à contourner ces problèmes de programme invisible, quand ils arrivent à redonner confiance aux élèves, quand ils arrivent à ne pas les stigmatiser ou à ne pas les cataloguer. Et souvent, ça marche. Donc il faut évidemment encourager les initiatives d'enseignants pour ça, quoi. Le discours est important, les mots employés. Absolument, c'est vraiment Parce fondamental. que j'ai connu des professeurs super bienveillants et des personnes qui m'ont franchement éteinte. Absolument. Et après, c'est dur de continuer avec ces idées reçues quand on est adolescent. C'est Bien vrai, sûr. c'est vrai. Tout à fait. Et en plus, le diable est dans les détails. C'est-à-dire que souvent, les enseignants qui maltraitent leurs élèves ne s'en rendent pas compte. Ils sont plutôt Non. dans une forme de bienveillance. Quand on leur demande, ils se disent ben non, moi je fais ça pour son bien, tout va bien. Mais ils ne réalisent pas que parfois, une petite phrase à la sortie d'un conseil de classe ou d'un Ou couloir, des yeux qu'on lève au ciel. ou des yeux qu'on lève au ciel, rien qu'un regard qui fait un peu... Et pour un enfant, en fonction de son âge, ça peut être extrêmement violent. Donc il faut vraiment être attentif à ça, quoi. Et j'ai une petite anecdote à ce sujet, c'est que quand j'étais à l'école normale, mon professeur de français à l'époque m'avait dit tu seras une super bonne prof en professionnel. Et ça m'a vraiment suivie. Et il n'y a pas longtemps, je suis allée au théâtre avec elle. Et j'ai eu l'occasion de lui dire. Et elle m'a dit en fait, tu n'as pas compris. Je te disais que tu étais très dynamique. Oui. Ok. C'est ça. Merci. Ça, c'est le problème de la communication émetteur-récepteur. On ne sait jamais toujours qui est le plus responsable du problème. Voilà. Mais effectivement, effectivement. Merci. Merci. Je vous en prie. Ici, il y a Ou là aussi. Alors moi j'adore l'idée du programme invisible et c'est celui qui me rend le plus heureuse en classe. Merci. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est un programme important, je pense. Moi, quand on entend votre discours, moi, je donne cours en première et deuxième différencié. Donc voilà. Bravo. Mais je suis super triste que dans 2 ans, on n'existe plus. Parce que je me dis, bon, c'est des petites classes et on essaye vraiment de... Notre but premier, c'est de leur donner confiance en eux et en l'école. Et j'ai énormément de plaisir à y aller. D'ailleurs, on est plusieurs collègues, on a vraiment... on sait qu'ils ont des difficultés et on est là pour ça. Et donc, ça me fait un peu de la peine d'entendre que, ben, voilà, dans 2 ans, ben, cette classe n'existera plus. Je ne sais pas ce que je deviendrai, mais voilà. Et Vous êtes nommé? Ouais. Alors tout va bien. L'âge que j'ai, oui, quand même. Pas de panique. Non, mais je sais bien, je trouvais des... Mais je me dis, ces élèves-là, où est-ce qu'ils vont se retrouver? Parce que vous dites, c'est pas bon de mettre tous des élèves qui ont des difficultés ensemble. Mais je me dis, en primaire, ben, alors je ne rejette pas du tout la pierre aux instits, hein, absolument pas. Mais peut-être qu'ils étaient dans le fond de la classe, peut-être qu'on ne s'en occupait pas ou que c'était plus compliqué. Moi, j'ai du temps pour ça. Et donc, ils ne sont pas très nombreux. Je peux faire vraiment des choses concrètes. Oui, quoi. tout à fait. Tout à fait. Bah, écoutez, en fait... C'est toute la difficulté du tronc commun. Voilà. En fait, comment dire, à l'âge où ils arrivent en deuxième secondaire différencié, vu qu'ils ont parfois doublé, etc., on a des enfants qui ont quel âge? 14, 15 ans plutôt. 15 ans, c'est trop tard, quoi qu'il arrive. C'est pour ça qu'on dit que le tronc commun doit aller jusqu'à 15 ans. C'est parce qu'au-delà de 15 ans, vous pouvez faire ce que vous voulez, l'essentiel est déjà orienté, on va dire. Donc c'est un travail à faire tout le long, effectivement en primaire, mais dès la maternelle. Hein. Dès la maternelle, il y a des études très claires qui montrent que, par exemple, et c'est normal, les péricultrices ont tendance à s'occuper plus des enfants souriants que des autres, de parler avec ceux qui ont déjà plus de vocabulaire que les autres. Vous voyez, ceux qui ont déjà plus de mots interpellent, et comme ils interpellent, ils reçoivent du langage, ils reçoivent du langage, hop, vous voyez. Donc, et à ce moment-là, les effets font comme ça, vous voyez, c'est fou. C'est gratifiant pour le prof de français de travailler avec ceux qui savent lire, parce que lui, il aime les livres, le prof de français. Et donc forcément, quand on commence à aller un peu plus loin dans l'analyse, on a envie de travailler avec les meilleurs élèves. Mais le paradoxe que vous soulevez, qui est un paradoxe assez clair, c'est qu'on a ce sentiment effectivement que séparer un petit groupe d'élèves pendant un moment requis, ça permet de leur donner des enseignements spécifiques à leurs besoins. Le problème qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a un corollaire là-dedans, c'est qu'on doit du coup mettre tous les bons ensemble. Puisque si on met tous les mauvais ensemble, par définition, on met tous les bons ensemble. C'est comme l'huile et l'eau. Et donc, c'est vrai que ça fait monter le niveau des très bons,
des bons parce qu'ils se retrouvent dans des groupes plus homogènes, plus clairs. Et ça fait malheureusement souvent baisser le niveau des moins forts parce qu'on leur met de plus grandes difficultés en groupe. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas de temps en temps, isolément, prendre un groupe d'élèves et travailler avec eux en classe, faire de la remédiation ponctuelle, c'est pas mal. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est d'imaginer qu'on pourrait solliciter, et ça c'était un peu révolutionnaire évidemment, c'est assez, voilà, solliciter les élèves de la classe qui sont déjà compétents, bons, et qui ont déjà finalement atteint les prérequis du programme. On en a chaque année dans nos classes. Moi, je sais très bien qu'au début d'année, on ne va pas se mentir, il y avait des élèves qui avaient déjà atteint une bonne partie des compétences et qui avaient des facilités pour l'acquisition, qui avaient fait en 2 heures ce qu'un élève prenait une semaine à voir. Eh bien, convoquer ces élèves-là pour leur permettre d'aider les élèves en difficulté, ça remplit aussi une des fonctions de l'école que moi, je trouve, on a un peu délaissée sur ces 30 dernières années, c'est la fonction de socialisation des élèves avant 15 ans. C'est-à-dire que l'école, elle doit servir à former, à sélectionner aussi, à un moment, il faut dire qui sont les meilleurs, mais elle a aussi une fonction de socialisation. Et on relègue systématiquement cette fonction de socialisation à des événements en dehors de la classe. C'est-à-dire qu'on dit on va faire un repas, on va faire un voyage, et c'est super, hein, il faut faire ça. Mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas socialiser davantage les élèves dans la classe, pendant les cours, à travers les cours, en leur donnant une conscience que on y arrive tous ensemble ou on n'y arrive pas. Parce que être le meilleur et écraser les autres, c'est pas une mentalité qui, enfin si, c'est une mentalité qui vous servira énormément dans la société, mais malheureusement, on a quand même un peu l'intention d'imaginer qu'on pourrait infléchir cette tendance à la société à être hyper compétitive si on construisait dans les classes un peu plus de solidarité, un peu plus de. Mais là où je vais dans votre sens, c'est qu'à l'âge qu'ils ont, effectivement, c'est une sorte de dernière chance de se dire on va se consacrer spécifiquement à leurs problèmes à eux. C'est vrai. Les différences sont énormes, comme on le disait, 3 ans d'écart. Mais là où je vous rejoins, tout à fait. Là, je suis d'accord. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Une fois que le travail n'a pas été fait et qu'on se retrouve avec Kevin à 15 ans totalement, avec 3 ans d'écart, il faut s'occuper de lui. Et ça, c'est fondamental. Ouais. Peut-être qu'il faudrait trouver des choses annexes aux différenciés qui permettent d'avoir du rattrapage commun ou des choses comme ça. Mais il ne faut vraiment pas penser que c'est une fatalité d'avoir des écarts entre les élèves à cet âge-là aussi grands en fonction de l'origine sociale. Parce que le problème, c'est pas qu'on ait des classes avec des moins forts, c'est que tous les moins forts sont pauvres. C'est ça le problème. C'est ça. Alors, moi j'ai une question. Bon, j'entends évidemment que, et je nie pas le sujet, nos feedbacks ont une importance énorme sur la motivation de l'élève à continuer. Mais quand on se place dans les auditoires ou à la sortie des universités, je me pose quand même la question de savoir si l'éducation liée à la culture n'a pas un rôle aussi à jouer. Bien sûr. Parce qu'on a quand même, nous encore, dans une éducation judéo-chrétienne très restrictive et que d'autres non. Alors, voilà, moi je me pose quand même la question parce qu'il y a quand même une certaine tendance qui s'inverse. On va dans les universités, voilà, le type européen n'est plus aussi présent que dans les établissements qui les avaient mis sur un piédestal. Et donc, je me pose la question justement sur cette éducation qui est plus large, plus permissive ou autre, n'a pas un impact sur justement la volonté d'y arriver ou le fonctionnement cérébral cognitif. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris votre question. Donc, en gros, n'y a-t-il pas eu des statistiques sur le mode éducationnel favorisant justement l'impact cognitif chez l'étudiant? Oui, si, plein. Merci. Il y a évidemment, en fonction des éducations, du type d'éducation qu'on reçoit, des écarts qui sont énormes. Je vous donne un exemple, c'est le vocabulaire. La quantité de mots qu'un enfant entend avant l'âge de 6 ans, pas de mots différents, de mots tout court. On compte, il y a des gens, je ne sais pas comment ils faisaient, ils se cachaient dans la cuisine, ils comptaient les mots quand ils parlaient, mais ils ont réussi vraiment à compter le nombre de mots qu'un enfant entend en fonction de son milieu, son origine, etc. Et là, il y a des écarts énormes. La vraie question, c'est, et c'est là où nous, on se situe, parce qu'évidemment, on ne peut pas
aller dans les familles pour modifier ces choses, etc. On ne peut pas prendre des enfants en les mettant de manière forcée, comme c'est arrivé dans certains pays, en internat, en se disant c'est leur milieu d'origine qui les plombe, donc on va les retirer de leur milieu d'origine. C'est pas possible de Voilà, faire ça. il y en a qui le font, ça, hein, qui font des internats. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que l'école fait avec ces différences? Parce que ce qu'on constate, c'est que souvent, ceux qui ont eu une éducation qui va leur donner des avantages, eh bien, l'école va s'appuyer sur ces avantages et les transformer en quelque chose qui viendrait d'eux. Ah, elle est forte en français. Vous voyez? Non, on lui a juste beaucoup parlé quand elle était petite. C'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et on va faire comme si tel élève est fort en ceci ou est fort en cela, comme si c'était une qualité qui lui était propre, comme s'il était doué. Vous voyez, l'idéologie du don. En fait, l'idéologie du don, dans le sens élève doué, c'est un truc qui prend une éducation qu'il a reçue et qui le transforme en une capacité individuelle. Il y a une expérience de psychosocial qui parle beaucoup de ça, c'est qu'ils ont tenté avec pas mal de gens de faire un jeu de Monopoly, où on faisait jouer donc des gens au Monopoly, où on les filmait, et en fait on pipait le jeu d'entrée, c'est-à-dire qu'on donnait 10 000 euros à un des deux joueurs au début de la partie, mais officiellement, hein, devant tout le monde, on disait voilà, toi tu commences avec un gros paquet d'argent et toi tu commences avec 50 euros. Et puis on filmait l'attitude, le comportement des gens, et alors au-delà du fait que l'attitude de la personne qui avait énormément d'euros était absolument dominante dès le début de la partie, ce qui était assez drôle à voir, après la partie on interrogeait les différentes personnes qui avaient joué sur les raisons de leur victoire. Pourquoi parce que systématiquement, évidemment, les gens qui partaient avec beaucoup d'argent gagnaient la partie. Et on constate que très peu de gens, quand on les interroge sur ces faits, disent bah, c'est parce que j'avais 10 000 euros au départ. La plupart des gens commencent à développer des discours sur les stratégies j'ai qu'ils ont réussi utilisées à tout de pour suite arriver. prendre cet hôtel-là, Voilà, et ce qui m'a permis après de prendre les 4 gares, et alors il sait plus quoi faire. Et c'est une expérience de psychosocial qui montre qu'on a tous cette tendance à oublier qu'on a des privilèges, qu'on vient de milieux favorisés, qu'on a des chances plus que d'autres. Et l'école, je pense, devrait un peu plus, on ne peut jamais le faire à 100%, mais un peu plus être un processus compensatoire, c'est-à-dire, parce que c'est à ça qu'elle sert aussi l'école. Moi, j'ai toujours jusqu'à 15 ans. Jusqu'à 15 ans, oui. J'ai toujours une petite difficulté avec certains profs qu'on entend parfois en primaire dire ici on apprend les mathématiques et les sciences, mais on n'apprend pas à parler, à se socialiser, à être poli, à être gentil, etc. Et s'ils ne le font pas à la maison. Mais moi j'ai envie de dire, s'ils n'ont pas ça à la maison, qui le fera? Personne. Et donc c'est important de se dire que l'école a aussi un rôle dans la compensation qu'on peut donner à ses enfants à partir du plus jeune âge. Après 15 ans, évidemment, c'est plus compliqué. Le principe, il est très simple. Si un élève est doué en quelque chose, il aura moins besoin de vous. Et pourtant, les profs ont tendance à plus travailler avec cela. Voilà. C'est juste un regard à changer. Nous, c'est un truc qui nous a twisté le cerveau. C'est un jour un sociologue qui nous a dit, vous savez, les élèves doués ne sont pas méritants. Et ça crée une sorte de dans la tête qui fait qu'à un moment donné, il faut effectivement se dire qu'un élève doué peut solliciter son don, son talent ou son avantage pour aider ceux qui ont moins de chance que lui. Quoi. Et une dernière chose qui montre qu'on est dans une mentalité qui va un peu à l'inverse de ça, c'est que dans les principes d'orientation en Belgique, si un élève est mauvais en maths, on va l'orienter vers un truc où il y a moins de maths. Oui, ça c'est un paradoxe. Oui. Si tu as des problèmes en maths, il faut te donner plus de maths pour que tu règles ton problème. Vous voyez, ça vous montre qu'on est dans des principes de sélection et pas dans des principes de formation. Les élèves ont tendance, les pays où on a tendance à niveler, on a tendance à donner plus de maths quand un élève a le temps d'échec. Donc, ce qui me semble assez logique personnellement. C'est un paradoxe. Jusqu'à 15 ans. ans. Après, c'est la guerre et la compétition. C'est ça. Mais par contre, ce qui est important quand vous dites jusque 15 ans, c'est que même si on acceptait, ce qui n'est pas mon cas, que la société soit hyper compétitive après 15 ans, c'est-à-dire parce que tout le monde veut, par exemple, être opéré par le meilleur chirurgien. Il n'y a pas de débat là-dessus. Je n'ai pas envie d'avoir un type qu'on a formé à la petite semaine pour m'opérer, c'est sûr. Mais si on veut que cette compétition après 15 ans soit, comme on dit parfois dans certains langages politiques, libre et non faussé, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, il faut qu'à un moment donné du parcours de Kevin et de Joséphine, ils aient la même ligne de départ. Parce que sinon, c'est de la fausse compétition en fait, c'est de la compétition truquée. Il n'y a que les fils de médecins qui deviennent médecins. Oui, c'est ça. On ne fait pas ça. Et ça, c'est un peu ce qu'on a aujourd'hui. Donc, ce qu'il faudrait, c'est
même si on veut conserver la compétition, qu'elle soit moins truquée, quoi. Et les fils de profs qui deviennent profs. Voilà. Moi, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une remarque. Je suis d'accord en partie avec ce que vous avez dit, mais il y a une partie que je trouve dans votre présentation qui est un peu stéréotypée et stigmatisée. Quand vous dites, par exemple, un Kevin a quand même des chances de s'en sortir, il y a des bonnes et des mauvaises écoles, je me pose déjà la question de qu'est-ce que ça veut dire une mauvaise école et qu'est-ce que ça veut dire un Kevin a quand même des chances de s'en sortir? Pourquoi est-ce qu'un élève qui va dans l'enseignement professionnel pour apprendre la menuiserie, la maçonnerie, peu importe, ça ne peut pas être défini comme un élève qui s'en sort parce qu'il se retrouve là, parce qu'il a envie de faire ça. Pour moi, s'en sortir, ce n'est pas simplement finir l'enseignement général, c'est faire quelque chose qui nous plaît. Alors on est d'accord qu'il y a une partie d'élèves qui se retrouvent dans l'enseignement professionnel parce qu'ils ne s'en sortent pas, mais je pense qu'il y a aussi une partie des élèves qui y sont parce qu'ils l'ont choisi. Et je trouve que ce genre d'études peut contribuer à stigmatiser l'enseignement professionnel et à faire rentrer finalement dans la tête de la société de manière générale que la seule bonne chose, c'est l'enseignement général et faire des études supérieures. Donc voilà. Parce que c'est toute la difficulté qu'on a eue dans le spectacle, c'est comment dénoncer une réalité, c'est-à-dire aujourd'hui, beaucoup de gens qu'on oriente dans le technique et le professionnel, c'est suite à un échec. Et c'est ça, enfin, dans les conseils de classe des écoles générales, il y a cette logique qui est, quand un élève a des difficultés dans les matières générales, alors on va l'envoyer vers du manuel. Ce qui est pour moi un problème. Ce qui est une catastrophe, c'est très difficile. On est bien d'accord. Hein. En fait, il y a des pays dans lesquels les filières techniques ne sont pas des filières de relégation. Parce qu'elles peuvent mener, si vous les poussez jusqu'au bout, à des métiers d'ingénieur. Ce qui est assez logique, hein, parce qu'aujourd'hui, on dirait qu'il faut faire latin maths pour faire ingénieur en électromécanique. C'est fou. Oui, c'est assez absurde. Et donc, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est nommer les choses comme elles sont dans la tête des gens pour les dénoncer. Mais évidemment, si on veut dénoncer quelque chose, il faut le nommer. Et dans la tête des gens, il y a cette idée qu'il y a des bonnes et des mauvaises écoles. Dans la tête des gens, il y a cette idée que les études professionnalisantes amènent à des postes inférieurs à ceux qui font de hautes études. Et on aimerait bien que ce soit autrement, mais il faut commencer par le dire pour pouvoir montrer derrière les mécanismes qui mènent à cette injustice. Oui, l'idée, c'est vraiment pas du tout d'entériner la situation, hein, et de dire c'est comme ça. Et d'ailleurs, quand vous parlez de bonnes et de mauvaises écoles, il y a une chose qu'il faut souligner, qu'on ne dit pas dans le spectacle, mais qui est très importante, c'est qu'on parle d'écoles favorisées et réputées, mais pas nécessairement pédagogiquement plus efficaces. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, les études qui observent ce qu'on appelle le rendement pédagogique des écoles, le rendement, c'est quoi? C'est quand on étudie le niveau des élèves quand ils arrivent dans la classe et le niveau des élèves quand ils repartent de la classe. C'est-à-dire de combien ils ont progressé. Voilà. On constate que dans les écoles techniques et professionnelles, on a parfois un plus grand rendement pédagogique que dans les écoles favorisées. C'est-à-dire qu'en gros, dans les écoles favorisées, ils arrivent déjà bons. Et en fait, si on calcule le niveau d'une école uniquement au nombre de gars qui vont à l'université, on triche. C'est un peu comme calculer l'accélération d'un objet dans l'espace en ne calculant que la vitesse d'arrivée. Il faut calculer la vitesse de départ aussi. Et dans les études qui étudient les écoles en discrimination positive, où les élèves sont réorientés, on voit que plein de profs font du travail qui est parfois pédagogiquement beaucoup plus efficace. On fait plus de travail de groupe, on fait plus de pédagogie qui porte leurs fruits. Donc en fait, ce n'est pas des mauvaises écoles dans le sens pédagogiquement foireuse, c'est des écoles dans lesquelles on a des profs de grande qualité, mais qui malheureusement sont stigmatisés et ont une mauvaise réputation, et dans laquelle on envoie des élèves qui ont déjà raté une fois ou deux fois. Moi, dans mes classes en technique et professionnelle, en 5e, quand les élèves arrivaient en section informatique parce qu'ils ne pouvaient pas le faire avant, quand ils arrivaient, ils avaient tous au moins raté une fois ou deux, toujours. J'ai pratiquement jamais eu, j'en ai eu un ou deux, mais d'élèves qui étaient venus sans avoir raté. Et ça, c'est un drame, et on vous rejoint tout à fait. C'est une catastrophe, il faudrait que ce soit différent. Puis c'est difficile aussi, si on veut modifier les choses, d'avoir un discours qui dit mais en fait ça marche bien, c'est super,
C'est positif. En fait, il faut aussi vraiment pointer du doigt ce qui ne va pas dans le système. Dans les écoles qu'on appelle mauvaises écoles, on a aussi des critères objectifs, comme c'est plus difficile. Il y a un taux d'absentéisme des profs qui est plus élevé, il y a un niveau de formation des profs, d'expérience des profs qui est plus bas, des profs plus jeunes, il y a plus de turnover, donc ça veut dire etc. Donc il y a moins de suivi pédagogique. Tout ça, c'est des éléments objectifs qui font que malheureusement, il faudrait modifier des choses à cet endroit-là. Par contre, là où je vous rejoins, c'est que dans le discours qu'il faut tenir aux élèves de 15 ans qui sont en deuxième différencié, il faut impérativement à eux leur dire il y a encore moyen, c'est que l'école. Moi, je passais ma vie avec mes élèves de deuxième différencié à leur dire t'inquiète, c'est que l'école, il y a toute la vie derrière, tu trouveras des manières peut-être. Donc en fait, ce discours, même si on l'ironise dans le spectacle, parce qu'en fait, en réalité, il y a moins de chances pour Kevin que pour Diane de réussir dans la vie, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de chance. Et ça veut dire que quand ils arrivent à 15 ans et qu'ils ont déjà été discriminés, donc ils ont déjà subi finalement cette discrimination, eux, il faut leur dire, mais accroche-toi, quoi, il y a moyen. Je veux dire, on ne peut pas les abandonner en leur disant, tu sais, c'est foutu, quoi, parce que ça, c'est une catastrophe. Mais je vais quand même terminer vite fait, parce qu'on prend beaucoup de temps sur cette réponse. Oui, mais moi, c'est ça me tient important, fort à à cœur. fond. À l'inverse, encore une fois, il y a un discours que je trouve très dangereux, c'est de dire aux élèves, tu sais, quand tu veux, tu peux. Parce que si vous faites dépendre de la volonté d'un élève le fait qu'il y arrive ou pas, le corollaire à ça, c'est que s'il n'y arrive pas, il se dira que c'est de sa faute aussi. Et ça veut dire qu'il ne verra pas, ça va masquer le fait qu'il a eu moins de chance au départ. Puisque quand on dit quand on veut, on peut, ça veut dire n'importe qui, s'il veut, il peut. Ça veut dire que si tu te plantes, c'est entièrement de ta faute. Et ça, c'est dur, quoi. Ça déresponsabilise le système, ça déresponsabilise les autorités, ça déresponsabilise les profs, ça déresponsabilise plein de gens. De dire, écoute, on t'a donné ta chance, mais tu l'as pas saisie. En fait, c'est quand on veut, on peut, mais toi, tu vas devoir vouloir vachement plus que les autres. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on insiste et que ça nous tient à cœur, c'est parce qu'on termine le spectacle là-dessus. Le pire dans toute cette histoire, c'est que si ça se trouve, Kevin, quand on lui a dit qu'il était mauvais, il nous a cru. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est une catastrophe, parce que c'était pas que ça. Il y avait plein de choses qu'on lui a cachées. Qui ne dépendaient pas de lui. Et qui ne dépendaient pas de lui, quoi. Alors c'est un lien un peu avec ce que vous venez de dire. Pas plus tard que la semaine passée, on m'a dit la société fait assez pour les Kevin. À un moment, quand on veut, on peut. Le déterminisme social, ça n'existe pas. Mais il ne fallait pas aller au rassemblement du MR, madame. Hein, je ne commenterai pas. Pardon. Et donc, qu'est-ce qu'on répond à ces gens-là? Parce que ici, vous prêchez une convaincue. Qu'est-ce qu'on répond à ces gens-là? Quand on veut, on peut. Parce qu'en plus de ça, c'est une Kevin qui m'a dit ça. Oui, mais qui n'avait pas été servie par le système au cours de ses humanités et qui se targuait, moi, par jury central, j'y arrive, etc. Donc à un moment, le déterminisme social n'existe pas. Quand on veut, on peut. Et donc voilà, on fait quoi quand on nous dit ça? Ben, je sais pas, ça voudrait dire... alors... on peut leur faire lire Thomas Piketty, mais c'est 1200 pages grosses comme ça. Thomas Piketty explique une chose très simple, c'est qu'aujourd'hui, les signes de reconnaissance, les gens qui réussissent, les gens qui s'en sortent bien, le doivent majoritairement à l'héritage et très minoritairement au travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous observez autour de vous les gens qui ont les moyens, ce n'est pas grâce à leur travail, c'est grâce à ce qu'ils ont hérité, en grande majorité. En Belgique, essentiellement dans l'immobilier. Oui, c'est ça, l'immobilier principalement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mérite. C'est le prochain spectacle. Pour beaucoup de gens, même si, comme au Monopoly, ils pensent qu'ils méritent leur situation, tant mieux. Hein, voilà. Par contre, effectivement, quand quelqu'un est parti de rien et avec sa propre volonté, est arrivé à un certain endroit, il a tendance à se dire, si moi j'ai réussi, pourquoi est-ce que les autres ne réussiraient pas? On a croisé ce genre de phénomène avec l'orthographe, où des gens se disaient, si j'ai une bonne orthographe, j'ai fait les efforts pourquoi est-ce que tout le monde ne pourrait pas faire les mêmes efforts? Mais parce que ce n'est pas les mêmes efforts en fait. C'est ça le truc. C'est que pour arriver au même niveau d'orthographe, les efforts que ça demande à un tel ou à un tel ne sont pas les mêmes. Parce que ce n'est pas les mêmes contextes, ce n'est pas les mêmes cerveaux, ce n'est pas les mêmes backgrounds, etc. Par exemple, il y a des gens, moi je suis jaloux de ça, il suffit qu'ils lisent des livres pour que ça améliore leur orthographe.
Moi pas, hein. Moi je peux lire toute la bibliothèque, ça changera rien du tout. Oui, c'est ça. Sauf que si il vous suffit de lire des livres pour que ça améliore votre orthographe, vous vous dites, bah, t'as qu'à lire des livres. Hein, vous voyez, on ne voit pas en fait les réalités, la différence des réalités des gens. Et je trouve que derrière votre question, il y a aussi une question qui est importante, je trouve, c'est la question de comment on se parle. C'est-à-dire, comment on fait pour quand quelqu'un est sur des idées qui sont radicalement différentes des nôtres, et qui plus est, s'appuie sur des choses qui sont factuellement fausses. C'est-à-dire qu'on pourrait régler ça de manière assez simple, en renvoyant les gens aux études et en disant, regardez, on étudie en Belgique, les chiffres sont indéniables, si, Kevin a moins de chances de s'en sortir que Diane. Toutes les études scientifiques pointues sur Corpus le prouvent. Donc en fait, ce que vous dites est juste purement faux. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour dire à quelqu'un, rationnellement, tu te trompes. Donc, une des solutions qui, pour moi, est importante, c'est aussi peut-être de s'asseoir avec ces personnes et de leur dire, ok, qu'est-ce qui te fait peur? De quoi tu as peur dans l'idée qu'on aide les Kevin? Voilà. Qu'est-ce qui fait et parfois, on découvrira que derrière ces discours, peur ou injuste, il y a des peurs ou des injustices qui sont légitimes. C'est-à-dire, moi, quand on m'a dit que ça allait aller, ça m'a aidé. En fait, la peur et l'injustice, et le sentiment d'injustice, ce qui est vraiment super par rapport à la science, c'est qu'elle est toujours légitime. Quand quelqu'un a peur, ça ne sert à rien de lui dire non, il faut que tu arrêtes d'avoir peur. Ça ne marche pas. Et donc, je pense que c'est par là qu'on peut recréer des liens. Et de se dire, moi, j'ai peur que les gens comme toi favorisent le discours d'extrême droite et viennent qu'il y ait encore plus d'inégalités et que ce soit l'horreur pour Kevin. Mais toi, de quoi tu as peur? Bah, je trouve ça injuste qu'on aide quelqu'un alors que moi je m'en suis sorti sans aide. Voilà, et ben ça c'est une peur qui T'as vu, je fais bien le mec de droite. Mais c'est toujours lui qui fait le mec de droite quand on discute. Il a un beau rôle. Mais donc le truc c'est que là on peut se rendre compte qu'effectivement la peur est légitime. Maintenant comment est-ce qu'on fait pour l'appréhender ensemble sans s'engueuler, sans s'envoyer des insultes de facho ou de gaucho au visage? Voilà, ça c'est compliqué. Moi, j'avais encore une autre question, c'est, vous parlez de Kevin le plus faible, mais moi, je parlerai du Kevin le plus fort, parce que vous dites, oui, on va demander aux plus forts d'aider les plus faibles, mais ça donne des fameuses étiquettes et ça fait souffrir beaucoup. Ça peut faire perdre confiance à un enfant aussi. Et je trouve que dans notre enseignement, on oublie parfois ces enfants qui sont HP, qui ont un haut potentiel, et pour nous, c'est compliqué d'enseigner avec des enfants comme ça, mais pour ces enfants et pour les familles, c'est très compliqué aussi. Voilà. Oui, tout à fait. Mais il ne s'agit pas de les stigmatiser en tant que schtroumpf à lunettes très intelligent. Ce qu'il faut, c'est valoriser ces enfants-là aussi dans leur capacité qu'ils auront à aider les autres. Oui, mais le problème, c'est qu'entre les enfants, entre les adolescents, ça fait des souffrances. Il faut être très prudent avec la manière dont on s'adresse à eux, ça je suis entièrement d'accord avec vous. Mais, et donc dire, vous les intellos, ça c'est une très mauvaise idée, on est bien d'accord. Par contre, essayer de montrer comment certains élèves peuvent aider d'autres, dans le respect... Surtout si les rôles s'inversent en fonction des matières. Absolument. Surtout si à un moment donné, on peut voir comment Kevin peut avoir des capacités que Diane n'a pas. Et c'est un des intérêts aussi, je trouve, du tronc commun, c'est que le tronc commun essaye de mélanger les différentes compétences et approches du réel. Il y a des approches beaucoup plus concrètes, beaucoup plus matérielles, et il y a des approches beaucoup plus abstraites, et beaucoup plus... voilà. Et peut-être que certains élèves issus de milieux défavorisés, peuvent aussi valoriser des... Moi, je prends une compétence assez simple que j'avais remarquée chez mes élèves en français, c'est la compétence d'oralité, de prendre la parole en public, se lever devant la classe et dire des trucs. Eh bien ça, j'ai l'impression que c'est encore un truc qui n'est pas encore inégalement partagé et que dans les classes défavorisées, il y a encore énormément d'élèves qui sont capables de prendre la parole, de se lever, qui sont moins timides, qui ont encore du bagou, de l'éloquence et des choses comme ça. Et je trouve que valoriser chez ces élèves-là, par exemple, une manière de les aider à apprendre à Joséphine ou à Diane, qui sont souvent plus timides ou plus réservés, à prendre la parole, et donc essayer d'avoir un partage de compétences, pas toujours, que ce ne soient pas toujours les mêmes qui soient les bons, quoi. D'une certaine manière, ça peut être encourageant, et voilà. Bon, évidemment, il n'y a pas de solution miracle. Hein. J'aurais voulu, moi, me parler un peu, enfin, donner une anecdote. Il faut rapprocher un petit peu le micro. Oui. Une anecdote.
qui montre l'importance des enseignants qui finissent par donner le goût d'apprendre aux élèves. Et ça, on peut je veux dire, c'est pas une question de programme. Et ça élargit. Quand j'ai terminé mes primaires, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas compris, je me suis retrouvée en professionnel. Et moi, la fin des primaires, c'était le début d'une vie extraordinaire parce que j'allais apprendre plein de choses. Et donc, je me suis retrouvée en professionnel et c'était une enseignante qui a dit que je n'avais rien à faire là et qui a vraiment amené mes parents à me mettre dans ce que je voulais, donc sciences, maths. Mais il y a quelque chose qui m'est resté très fort et qui a pu s'atténuer petit à petit grâce à mes enseignants. Et je me suis dit, ok, c'est acquis. Bon, je n'ai pas manqué de... j'ai fait des études sans difficulté, j'ai plusieurs diplômes parce que j'ai ce goût d'apprendre. Et assez récemment, peut-être 4-5 ans, j'étais avec des enseignants et une de ces enseignantes m'a dit toi, je t'admire parce que tu es ce qu'on appelle dans ma région Waterloo, une grande famille, des petits d'eux, ce qu'on appelle dans ma région les gens sortis derrière les poubelles. Et je me suis dit, purée, j'ai beaucoup été sensible à la lutte des classes quand j'étais à l'école, étudiante, et je me suis dit, mais purée, on en est encore là. Et on n'était pas pauvres, on n'était pas riches, on n'était pas... Rien à voir avec ça. Mais voilà, et donc quand j'ai commencé à enseigner, c'était vraiment de ça que j'avais envie, transmettre ce goût et ce plaisir d'apprendre. Après, on fait ce qu'on peut. Merci. Tout à fait, merci pour ce témoignage. On va peut-être prendre une dernière question. Oui. Ouais. J'ai une question de l'ordre de l'expérimental. J'aurais voulu savoir si vous avez déjà eu l'occasion de jouer dans des écoles considérées comme des mauvaises écoles face à des professeurs et leurs élèves en même temps. Et alors, si oui, est-ce que vous avez eu des retours plus tard de modification des résultats? Tout à fait. On a eu cette expérience plusieurs fois, avec des très bonnes écoles, des très mauvaises, avec des élèves, et on était très prudents, parce que c'est un spectacle qu'on n'a pas du tout écrit pour les Kevin. Absolument pas. Il faut de programme invisible. Voilà, c'est ça. Toute la connivence sur les jeux de mots, les sous-entendus, etc. C'est précisément ce qui compose le programme invisible. On était vraiment frileux à l'idée d'avoir des élèves défavorisés qui viennent voir ce spectacle. Et à titre expérimental, on a essayé avec des petits groupes à condition qu'on puisse aller débriefer après, etc. C'est ça. Et on a constaté quelques trucs. Alors la première chose, c'est que, mais ça c'est vrai aussi pour les élèves un peu plus favorisés, on les fait pas rire du tout. C'est des blagues de vieux. Il faut que vous assumiez que si vous avez ri cet après-midi, c'est que vous êtes vieux. Oui, voilà. Mais ça, nous l'ont dit, très clairement. On assume. On dit, ouais, vos blagues, vous faites un truc sérieux, un truc sérieux, un truc sérieux. Une blague, ça, c'est des trucs de daron. Donc voilà. Alors la deuxième chose, c'est que, et ça c'était très différent par contre en fonction des milieux des élèves, et ça va rejoindre la conversation qu'on avait tout à l'heure, quand on a demandé, tiens, c'est quoi le message du spectacle, les élèves défavorisés ont dit, ils ont retenu l'histoire de Kevin, ils ont dit, ah ben quand on veut, on peut, on peut s'en sortir malgré l'école. Et on avait dit, non, c'était pas ça. C'était pas que ça. Et donc, c'est très compliqué. En fait, si on devrait le réécrire. C'est un projet d'ailleurs qu'on a. On a un projet d'un autre spectacle adapté de celui-ci qui s'appellerait Kevin et Diane et qui serait réécrit avec les élèves uniquement pour aller dans les classes pour les élèves. Mais il faut savoir que c'est un des grands problèmes du théâtre en général. La semaine dernière encore, j'ai vu un magnifique spectacle sur les adolescents, sur l'adolescence, qui parlait de comment les adolescents sont dépendants aux réseaux sociaux, etc. Ça s'appelle Wireless People, c'est vraiment superbe. Mais ça n'est pas du tout un spectacle pour adolescents. C'est-à-dire qu'il s'adresse aux parents, aux adultes, à des choses comme ça. Et il ne faut pas croire que quand un sujet concerne quelqu'un, il est forcément abordé
De manière à ce que, cette personne puisse le comprendre. Et c'est un des problèmes au théâtre, c'est d'arriver à voir le public qu'on cible. Nous, on a ciblé un public de théâtre, de profs, de gens qui sont souvent les mêmes d'ailleurs, il y a beaucoup de profs au théâtre. Et voilà, donc Kevin, c'était pas directement pour lui. Et voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci encore.